Merci Madame la Présidente. La reconnaissance dans la nouvelle constitution d'un pouvoir réglementaire à des autorités autres que le chef du gouvernement et le président de la République marque une étape importante dans l'évolution du droit administratif tunisien. En effet, la constitution de 2014 reconnaît ce pouvoir d'édiction de normes générales et impersonnelles aux ministres, aux collectivités locales et à deux autorités constitutionnelles indépendantes, à savoir l'instance électorale et l'autorité de lecture visuelle. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit le deuxième alinéa de l'article 126 de la Constitution relatif à l'instance électorale et qui dispose que, je cite l'article, l'instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence. À cet égard, 3 points doivent être clarifiés afin de mieux saisir l'apport de la nouvelle Constitution. D'abord, l'article 126 de la Constitution n'est ni le seul, ni le premier texte reconnaissant à l'ISI ce pouvoir réglementaire. En fait, la loi organique du 20 décembre 2012 relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections lui a attribué dans son article 19 et dans des termes assez clairs un pouvoir réglementaire en matière électorale. L'article 19 de cette loi prévoit à ce sujet que, je cite, le Conseil de l'instance prend des règlements nécessaires à l'exécution de la législation électorale et à l'exécution des missions confiées à l'instance. Ce qui veut dire que l'article 126 de la Constitution n'a fait que constitutionnaliser une règle de compétence déjà existante. Ensuite, deuxième point donc à clarifier, en prévoyant expressément la possibilité pour l'instance électorale de prendre des règlements, la loi organique du 20 décembre 2012 se démarque du décret-loi de 2011 relatif à la première instance électorale, lequel ne contenait aucune disposition claire et directe attribuant à l'ISI un pouvoir réglementaire dans son domaine d'intervention. Enfin, troisième point donc à clarifier, il importe de savoir que l'attribution d'un pouvoir réglementaire à l'ISI en tant qu'autorité publique indépendante n'est pas en soi une innovation. Car, bien avant la Constitution de 2014 et même bien avant la création de l'instance électorale, plusieurs autres autorités publiques indépendantes ont été habilitées à exercer un pouvoir réglementaire, donc à édicter des règlements administratifs. Et là, on peut citer le Conseil du marché financier qui dispose de ce pouvoir depuis 1994. On peut citer également l'instance nationale de protection des données personnelles qui dispose aussi d'un pouvoir réglementaire depuis sa création en 2004 et le comité général des assurances, précédemment cité par ma collègue Noël Chebrechi, qui depuis 2008, depuis sa création aussi, a été habilité à exercer un pouvoir réglementaire dans son domaine d'intervention. En quoi consiste alors l'apport de l'article 126 de la Constitution? D'une part, la constitutionnalisation de la compétence réglementaire de l'ISI représente une garantie importante qui est offerte à cette institution, puisque ce pouvoir ne peut plus désormais lui être ôté par le législateur. D'où d'ailleurs la nécessité d'insérer une disposition dans la Constitution prévoyant expressément que l'ISI dispose d'un pouvoir réglementaire. D'autre part, cette constitutionnalisation permet de mettre fin à un débat concernant la constitutionnalité de la reconnaissance du pouvoir réglementaire aux autorités publiques indépendantes en général. Il faut savoir qu'aussi bien en Tunisie qu'en France, la problématique de la constitutionnalité du pouvoir réglementaire des autorités publiques indépendantes a été à plusieurs reprises soulevée devant le Conseil constitutionnel au motif que la Constitution ne reconnaissait un pouvoir réglementaire que au chef du gouvernement pour le cas français et au président de la République pour le cas tunisien. Lorsqu'il s'est prononcé sur cette question, le juge constitutionnel français, et ce depuis 1986,
a considéré que les dispositions de l'article 21 de la Constitution française de 58, qui, je cite, confère au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire à l'échelon national, ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l'État autre que le Premier ministre le soin de fixer dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois des normes permettant de mettre en œuvre une loi. De même, le Conseil constitutionnel tunisien avait considéré dans un avis datant de 2008 que l'article, et là aussi je cite le Conseil constitutionnel, l'article 53 de la Constitution de 59 n'interdit pas au législateur d'habiliter une autorité publique à édicter des règlements en vue de l'exécution des lois. Mais le fait aujourd'hui d'avoir constitutionnalisé la compétence réglementaire de l'ISI fait que cette compétence ne peut plus être contestée en soi devant une juridiction constitutionnelle. Pour résumer, nous pouvons dire qu'actuellement, l'ISI dispose d'un titre de compétence générale qui l'habilite à prendre des règlements et que ce titre, qui était au départ inscrit dans un texte législatif, a été érigé à un rang supérieur, à un rang constitutionnel. Une lecture maintenant combinée de l'article 126 de la Constitution et de l'article 19 de la loi sur l'ISI, relative à l'ISI, de la loi de 2012, nous permet de dégager les deux principales caractéristiques du pouvoir réglementaire dévolu à l'instance électorale et qui méritent d'être examinées de près. En effet, ce pouvoir constitue d'un côté un pouvoir réglementaire d'exécution de la loi et d'un autre côté un pouvoir réglementaire spécialisé et confiné dans un domaine bien déterminé. Le pouvoir réglementaire reconnu aux autorités publiques indépendantes en général a toujours été considéré comme un pouvoir réglementaire d'exécution des lois, dérivé de ces lois et dépendant de leur contenu. Et c'est la raison pour laquelle le législateur demeure toujours en droit de restreindre ou d'élargir le champ d'intervention réglementaire de ces autorités. Plus la législation est détaillée, moins la marge d'intervention de l'autorité publique indépendante en matière réglementaire sera importante et inversement, et vice-versa. En parcourant le texte de la loi électorale de 2012, on se rend compte qu'il contient au moins une douzaine d'articles dans lesquels on trouve des renvois directs et explicites aux règlements qui doivent être adoptés par l'ISI. Et la question qui se pose à ce sujet est la suivante. Est-ce que l'ISI peut prendre des décisions réglementaires en dehors de ces cas de renvoi explicites? À mon avis, même en l'absence d'un renvoi législatif spécifique et explicite, l'ISI peut, à chaque fois qu'elle en ressent le besoin, adopter des règlements de mise en œuvre de la loi et de la législation électorale de manière plus spécifique. À ce propos, on peut rappeler une jurisprudence du tribunal administratif qui date de 2011 et qui va dans ce sens. À l'époque, le tribunal administratif a été saisi par un parti politique, c'était l'UPL, d'une demande de sursis à exécution concernant une décision par laquelle l'instance électorale de l'époque avait interdit la publicité politique durant la période qui précède la campagne électorale, qu'on appelle la période de la pré-campagne. L'un des moyens invoqués par la partie requérante était tiré de l'incompétence de l'ISI à réglementer la phase de la pré-campagne, étant donné que le décret-loi, la législation électorale de l'époque, le décret-loi 35, ne lui a pas attribué cette compétence d'une manière expresse ou d'une manière explicite. Cependant, le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant en considérant, je cite le tribunal, que l'instance supérieure indépendante pour les élections, en tant qu'autorité publique indépendante, dispose d'un pouvoir réglementaire spécial d'application de la loi et que la décision objet de la demande de sursis à exécution a été prise par l'ISI dans le cadre de ce qui lui a été attribué par le décret-loi numéro 2011-35. Fin de citation.
Pourtant, aucune disposition du décret-loi numéro 2011-35 n'attribuait à l'ISI de manière directe et expresse le pouvoir de réglementer la période qui précède la période de la campagne électorale. Toujours en rapport avec le pouvoir réglementaire de l'ISI en tant que pouvoir d'exécution des lois, une autre question se pose. Il s'agit de savoir si l'ISI est en droit d'intervenir pour combler un vide législatif. À cet égard, il faut savoir que le pouvoir réglementaire d'exécution des lois est, contrairement au pouvoir réglementaire autonome, ne peut en aucune façon être exercé à titre initial. Surtout que la matière électorale relève du domaine de la loi tel que délimité par la Constitution et que même le titulaire du pouvoir réglementaire général ne peut y intervenir de manière initiale. Par conséquent, lorsque l'instance électorale, lorsque l'ISI exerce son pouvoir réglementaire, elle ne doit pas poser des règles évidemment contraires au contenu des textes législatifs, mais aussi et surtout, elle ne doit pas empiéter sur le domaine de la loi et restreindre les droits et les libertés garanties par la Constitution et dont la limitation ne peut se faire que par un texte de valeur législative. C'est d'ailleurs dans ce sens que le tribunal administratif a considéré, dans un jugement qui date de 2014, qui a été rendu dans le cadre du contentieux électoral des candidatures aux législatives, a considéré donc que l'ISI ne doit pas apporter des dispositions nouvelles par rapport à la loi électorale qui viendraient restreindre le droit de candidature aux élections législatives. Qu'en est-il maintenant de la deuxième caractéristique du pouvoir réglementaire de l'ISI, à savoir son caractère spécial ou son caractère spécialisé? Selon les termes de l'article 126 de la Constitution, l'ISI dispose d'un pouvoir réglementaire, je cite les termes de l'article, l'article dit « dans son domaine de compétence ». Fin de citation. Ce domaine de compétence a été défini dans l'article 126 de la Constitution et de manière encore plus détaillée dans l'article 3 de la loi de 2012 relative à l'instance électorale. Il couvre la gestion, l'organisation et la supervision des élections et des référendums. Il comprend également tout ce qui a trait à l'organisation interne de l'instance électorale. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'article 15 du règlement intérieur de l'ISI, de l'instance électorale, qui rappelle que l'instance électorale est dotée d'un pouvoir réglementaire spécial dans le domaine électoral et qui énumère, cet article 15 du règlement intérieur, il énumère à titre indicatif une liste de matières, et précisément une liste de 11 matières dans lesquelles l'ISI peut adopter des règlements. En application de ces textes, et dans le cadre de l'expérience électorale de 2014, l'ISI a adopté au total 22 décisions réglementaires, dont 4 décisions portant sur l'organisation interne de l'instance et 18 règlements concernant l'opération électorale. L'élaboration de l'ensemble de ces textes réglementaires qui étaient nécessaires à la mise en application de la loi électorale a constitué un grand défi pour l'instance électorale, surtout qu'elle était encore une administration naissante et appelée de ce fait à édicter en même temps et en parallèle les règlements relatifs à son organisation interne et les règlements nécessaires à la mise en œuvre de la loi électorale. Certes, l'ISI est parvenu à relever ce défi, mais dans des conditions qui étaient franchement des conditions difficiles. En effet, plusieurs facteurs ont contribué aux difficultés rencontrées par l'instance électorale dans l'élaboration de ces règlements. Et parmi ces facteurs, nous pouvons citer notamment le retard qui a été accumulé dans la mise en place des structures internes de l'instance et dans le recrutement de son personnel. Il y a également le manque de ressources humaines adéquates au sein du département juridique de l'ISI, qui était le département juridique de l'ISI, qui était le département en charge de la préparation des projets des différentes décisions réglementaires.
Et enfin, et peut-être surtout aussi, le caractère collégial de l'organe décisionnel, le conseil, ce qu'on appelle le conseil de l'instance, qui a été source d'une lourdeur et d'une lenteur dans les délibérations et dans l'adoption des différentes décisions réglementaires. Ces difficultés ont, d'une façon ou d'une autre, affecté d'ailleurs la production normative de l'ISI. D'abord, plusieurs règlements ont été adoptés et publiés de manière tardive, et on a même vu des textes adoptés, des règlements adoptés bien après le démarrage des actions qu'ils étaient censés encadrer, qu'ils étaient censés réglementer. L'exemple le plus marquant est celui du recrutement des membres des instances régionales qui a commencé, l'opération de recrutement a commencé au début du mois de mai 2014, alors que la décision portant création des instances régionales n'a été adoptée qu'au mois de juin 2014. En outre, la publication tardive de certains règlements n'a pas laissé assez de temps aux destinataires de ces textes pour en prendre connaissance et surtout pour se familiariser avec le contenu de ces décisions. Sans oublier la formation du personnel électoral qui a aussi beaucoup souffert du retard dans l'adoption des différents règlements. On voyait parfois des sessions de formation destinées au personnel menées avant l'adoption définitive de la procédure qui était objet de la formation en question. Les difficultés ont également affecté la qualité des textes produits par l'ISI et c'est ce qui explique les rectificatifs apportés à certaines décisions après leur publication au journal officiel et surtout c'est ce qui explique les modifications que certaines décisions ont pu subir peu de temps après leur entrée en vigueur. Parmi les 22 décisions réglementaires de l'ISI, il y a 5 décisions qui ont subi des modifications 2 semaines, 3 semaines, maximum 1 mois après leur adoption. Bien qu'elle soit la principale titulaire du pouvoir réglementaire en matière électorale, l'ISI n'est pas l'unique autorité autorisée à adopter des règlements électoraux. En effet, la Constitution a attribué à l'ISI un pouvoir réglementaire dans le domaine électoral, mais elle ne lui a pas garanti l'exclusivité. C'est ce qui explique l'existence d'autres autorités étatiques qui sont habilitées à intervenir dans le domaine électoral. Et là, il faut distinguer deux cas de situations complètement différentes. Le premier cas est celui des règlements électoraux qui échappent complètement à la compétence de l'instance électorale. En effet, certaines autorités ont été habilitées par le législateur à prendre des règlements intervenant dans le domaine électoral. C'est le cas, par exemple, du chef du gouvernement, qui a été désigné pour fixer par décret les plafonds des dépenses de la campagne, du financement privé, ainsi que le plafond des conditions et des procédures du financement public de la campagne électorale. C'est également le cas de la Banque centrale de Tunisie, qui a été appelée à édicter des règles concernant les comptes bancaires uniques affectés à la campagne électorale. Et dans ce cas, le gouverneur de la Banque centrale a édicté 4 circulaires par lesquelles il s'adresse évidemment aux institutions bancaires, mais qui concernent et qui portent sur l'ouverture des comptes bancaires uniques affectés à la campagne électorale, que ce soit pour les élections législatives ou pour l'élection présidentielle. Le second cas est celui des règlements qui sont adoptés par l'ISI, mais en collaboration avec d'autres autorités, avec d'autres institutions. En effet, la loi électorale a prévu l'obligation pour l'ISI de prendre certains règlements en collaboration avec d'autres institutions, notamment avec l'AECA, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, pour tout ce qui concerne la campagne électorale à travers les médias audiovisuels. À cet effet, deux formes de collaboration ont été prévues. La première est celle de la concertation, certaines décisions doivent être prises par l'ISI, c'est-à-dire l'ISI est la titulaire de la compétence, mais ces décisions doivent être prises en concertation avec l'AECA. Le deuxième mécanisme de collaboration
et la décision conjointe, ce qu'on appelle la décision conjointe, et là, la décision est prise conjointement, au même temps, par l'instance électorale et l'AICA. Par ailleurs, l'existence de ces autorités qui viennent, entre guillemets, concurrencer l'ISI dans le domaine réglementaire électoral peut être source de conflit de compétences. Et il serait intéressant de rappeler un cas de conflit de compétences qui a été évoqué tout à l'heure par ma collègue Nouhey Chaouechi. C'est le cas de conflit de compétences survenu entre l'ISI et l'AICA au sujet de la réglementation du silence électoral et de la diffusion à travers les médias des résultats des sondages sortis des urnes. Rappelons que 4 jours avant le scrutin aux législatives, l'AICA a édicté un règlement qui a été source d'une grande polémique à l'époque. Et dans cette décision, dans ce règlement, elle établit une distinction entre la période du silence électoral sur le territoire national et la période du silence électoral à l'étranger. Et pourquoi elle a fait cette distinction? Elle a fait cette distinction pour permettre aux médias tunisiens de diffuser les résultats des sondages sortis des urnes juste après la clôture du dernier bureau de vote sur le territoire national. Ceci, évidemment, a été mal vu par l'instance électorale qui a considéré que non seulement l'AICA a violé la loi électorale, mais pire, l'AICA a empiété sur le domaine de compétences qui était le sien, qui était celui de l'instance électorale. Et l'ISI avait adressé d'ailleurs un courrier à l'AICA à ce moment-là, lui demandant de retirer sa décision, mais l'AICA n'a pas accepté la demande et elle a maintenu sa décision. Le problème s'est posé encore une deuxième fois lors de l'élection présidentielle, et là, avant de prendre la décision, l'AICA avait demandé à l'ISI de prendre la décision sous forme de décision conjointe. Donc elle avait demandé à l'ISI de s'associer avec elle dans la prise de cette décision, mais l'ISI a refusé. Et en dépit de ce refus, l'AICA a adopté quand même la décision, mais cette fois-ci, l'ISI ne s'est pas arrêté à un simple rappel à l'ordre vis-à-vis de l'AICA, mais elle est allée un peu plus loin. Elle a déposé un recours en excès de pouvoir contre l'AICA auprès du tribunal administratif, et le recours n'a pas encore été tranché, la décision du tribunal n'a pas encore été prise. Et en même temps, elle a déposé une demande de sursis à l'exécution de la dite décision, et le tribunal administratif a donné une réponse favorable à la demande de l'ISI, a décidé de reporter l'exécution de la décision de l'AICA. Cependant, l'ordonnance prononcée par le juge n'a pas été respectée, ni par l'AICA, ni par les médias tunisiens qui, de surcroît, n'ont pas cessé de critiquer l'ISI pour sa rigidité dans l'interprétation de la loi et pour sa volonté, selon eux, de censurer les libertés d'expression, d'information et de communication. Pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur un autre pouvoir qui est reconnu à l'instance électorale et qui lui permet de participer à l'édiction de normes réglementaires sans être l'auteur direct de ces normes. Il s'agit de son pouvoir de proposition relativement aux textes législatifs et réglementaires qui touchent à la matière électorale. À cet effet, il y a un exemple qui mérite, à mon avis, d'être cité, car il illustre bien combien une autorité peut influencer, voire même décider du contenu d'un texte sans en être l'auteur et sans surtout en endosser la responsabilité. Lorsque l'ISI a commencé à recruter son personnel, surtout le personnel de son administration centrale, elle a fait appel à des agents qui étaient des agents publics, qui étaient en exercice à ce moment-là dans d'autres administrations publiques. Pour certains de ces agents, au lieu de recourir à la technique du détachement, l'ISI a préféré utiliser une autre technique plus avantageuse pour les agents concernés, qui est la technique de la mise à disposition,
qui est une technique, et ça il faut le savoir, inexistante en droit de la fonction publique en Tunisie. Pour se couvrir et pour régulariser aussi la situation de ces agents vis-à-vis de leur administration d'origine, l'ISI a décidé d'élaborer et de proposer au chef du gouvernement un projet de décret autorisant les administrations publiques à mettre leurs agents à la disposition de l'ISI durant une période déterminée. Avant d'être adopté, ce décret qui crée une nouvelle position de l'agent public a été soumis au tribunal administratif pour consultation. Et le tribunal administratif a émis un avis défavorable et a conseillé au chef du gouvernement de ne pas adopter le dit projet. Dans la motivation de son avis, le tribunal administratif a clairement démontré que ce texte, que le projet donc, de ce décret, empiète sur le domaine législatif, sur le domaine de la compétence du législateur, c'est-à-dire il viole la Constitution, qui porte atteinte aussi aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires publics, et que ces dispositions sont en contradiction avec les règles de bonne gestion de l'argent public. Mais faisant fi de l'avis du tribunal administratif, le chef du gouvernement a finalement décidé de signer le décret après délibération au Conseil des ministres. Et cet exemple nous montre bien comment est-ce que l'ISI peut, et en dehors de son champ de compétences réglementaires, exercer un pouvoir normatif par autorité interposée, et comment elle peut user de sa position de force en période électorale pour faire adopter un acte manifestement illégal et surtout sans que sa responsabilité ne soit directement mise en cause. Je vous remercie.